Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver sur le podcast À côté de mes pompes pour aujourd'hui le 55e épisode. Alors peut-être que vos vacances n'ont pas débuté, pour certains peut-être qu'elles sont déjà terminées, mais bon, il reste encore de belles journées, alors profitez, installez-vous confortablement avec ou sans le casque, que vous soyez en train de parcourir vos sentiers préférés, d'être tranquillement posé à la maison ou peut-être au travail. Je vous laisse profiter de cet épisode de podcast qui aujourd'hui va nous conduire vers les sommets, vers la nature, puisque mon invité est un ultra trailer. Il s'agit d'Aurélien Collet. Alors son nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais Aurélien est un ancien VTTiste qui a basculé il y a une dizaine d'années dans la compétition et dans le trail, un petit peu par hasard, puisqu'il a découvert sa première course en trail à l'occasion d'une compétition qui était organisée à proximité de son domicile. Depuis, il a enchaîné de nombreuses courses, de nombreux podiums, de nombreuses victoires et il a même, pour son premier ultra, réalisé une excellente performance en terminant 3e de la Diagonale des Fous derrière François Daen et Ludovic Pommeret. Membre de la team Oka, Aurélien parcourt aujourd'hui non pas seulement les trails en France, mais également à travers la planète, puisqu'il était aux Canaries au mois de juin dernier. Juste au retour de son trail aux Canaries, nous avons enregistré cet épisode et il a terminé, donc dimanche dernier, l'UT4M à la 3e position, donc une course à étapes autour de Grenoble où il a très bien couru. Donc, moi je vous laisse en compagnie d'Aurélien Collet, un trailer passionné et passionnant pour ce nouvel épisode, le 55e du podcast À côté de mes pompes. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurélien. Bonjour Sébastien. Alors, comment vas-tu après une petite course, une petite escapade aux Canaries pour peut-être ton premier trail de l'année ? C'est vrai, c'est le premier trail de l'année, c'est même le premier trail depuis les Rois Maudits en septembre. Écoute, j'ai ramené plein de belles images et plein de belles courbatures des Canaries. Alors, je vais te laisser Aurélien te présenter façon état civil et puis ensuite on verra un petit peu ton parcours professionnel avant d'aborder le gros morceau, puisque tu es un trailer, ultra trailer, parmi les plus performants en France. Je regardais tes stats tout à l'heure, il y a de nombreuses victoires, de nombreux podiums, mais voilà, tu nous en diras plus tout à l'heure. Donc je te laisse te présenter. Moi c'est Aurélien Collet. J'ai déjà 40 ans, ça c'est triste à dire, mais je m'approche des 41. Je suis né en Normandie à Saint-Lô, dans la Manche. Et maintenant je vis en Île-de-France depuis maintenant 13 ans. Je vis à Bouffémont, en lisière de forêt de Montmorency. Donc ça sera mon terrain de jeu, mon jardin, mon terrain d'entraînement. Et je vis avec Tiffaine qui est aussi une très bonne traileuse. Et on a 2 enfants, donc Louane qui a 7 ans et Camille, toute neuve, qui a 7 mois. Alors, un jeune bébé. Comment ça se passe les nuits quand on est papa, trailer ? Ça va, ça se passe bien ? Alors, franchement, c'est une crème, donc on a beaucoup de chance. Alors, au niveau de ta formation professionnelle et de ton métier, qu'est-ce que tu exerces comme profession ? Alors, je suis prototypiste. C'est pas très commun. Mon parcours, ça a été de faire je savais pas trop en fait. Donc, je suis parti sur un BEP quand j'étais encore en Normandie, un BEP tourneur-fraiseur. J'aimais tout ce qui était contact manuel et contact mécanique. Après, j'ai continué sur un bac génie méca, un BTS génie méca et un BTS maintenance industrielle. Voilà, en alternance, tout ça. Ensuite, j'ai bossé en Normandie dans la plasturgie pendant 7 ans, 8 ans. Et ensuite, je suis arrivé en région parisienne, donc dans la société où je suis actuellement, IER, en tant que prototypiste. Donc, c'est une boîte qui fabrique tout ce qui est bornes libre-service, bornes de rechargement de véhicules électriques, des choses comme ça. Très bien. Alors, côté pratique du sport,
comment tu étais quand tu étais jeune? Est-ce que tu étais déjà passionné par les longues distances et par le trail, ou est-ce que tu as touché à d'autres activités sportives dans ta plus tendre enfance? Alors, dans ma tendre enfance, je connaissais même pas l'existence du trail. Peut-être que c'était les prémices, peut-être. Et ça n'existait pas. En tout cas, c'était pas médiatisé. Moi, en tant que gosse, c'est vrai que j'habitais dans la Manche, à Bérigny, un tout petit village. Et avec mes parents, on était au milieu des champs. Et c'est vrai que ça m'arrivait de partir des fois des après-midi entières à aller marcher dans les champs tout seul. Bon, après, je sais pas si le goût de la balade et des longues sorties viennent de là, mais peut-être. Ensuite, je me suis orienté. J'ai fait un peu d'athlétisme quand j'étais gosse. J'adorais le javelot. Je sais pas pourquoi. J'avais un bon bras droit. Pourtant, j'avais pas du tout de gabarit, mais j'avais un bon lancer. Ensuite, j'ai fait du karaté pendant 4 ans. Du handball pendant 4 ans. C'est toujours ce bras droit qui m'a aidé. J'étais un bon lanceur, mais pas vraiment le gabarit du handballeur, hein. Et ensuite, j'ai fait pas mal de VTT avant de me mettre au trail. Donc au trail depuis 2010-2011. Quand je suis arrivé en région parisienne, finalement. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est une pratique assez récente de ton côté, avec un gabarit qui t'a permis peut-être dès le début de performer. Enfin, l'habitude peut-être avec le VTT de ce sport d'endurance. Est-ce que ça t'a finalement aidé dans ton approche du trail et ta découverte de cette nouvelle discipline? Je sais pas si ça m'a aidé. Après, avec le vélo, il y a forcément un bon cardio qui suit, mais j'ai quand même eu du mal à me mettre à la course à pied parce que, enfin, j'ai eu beaucoup de mal les premières années à monter en distance. Je bridais à 15-20 kilomètres. Après, c'était vraiment compliqué. J'avais essayé de passer sur 30 une fois, ça a été, j'étais au bout de ma vie. Et c'est pas du tout la même approche que le vélo. Le vélo, on peut rester des heures sur la selle et sans trop souffrir finalement. La course à pied, il faut vraiment y aller crescendo et avec parcimonie, je dirais. Et comment tu l'as découvert, cette nouvelle discipline qui est le trail et qui aujourd'hui ton activité, on va dire, principale, puisque tu es athlète professionnel, on va dire. Comment c'est venu? C'est quelque chose de fortuit ou c'est vraiment ce déménagement vers la région parisienne qui t'a contraint peut-être d'abandonner le VTT pour basculer sur la course à pied et le trail? Alors, ouais, la région parisienne y est vraiment pour quelque chose. Enfin, venant de la campagne et de la Normandie, quand je suis arrivé en région parisienne, au milieu des immeubles, là, faut être sincère, j'ai flippé, hein. Euh, J'avais vraiment pas envie d'être là. Et puis, au premier endroit où je suis arrivé, de mon balcon, je voyais un massif forestier tout au loin là-bas. Donc, j'ai été voir. Et puis, j'ai fait pas mal de VTT au début dans ce massif. Et ensuite, l'hiver, toujours, je faisais des mini-footings, disons, d'entretien, un peu comme tous les cyclistes. Et puis, j'en faisais de plus en plus. Et il y a un hiver où j'ai pris du plaisir et je me suis mis à courir plus que d'accoutumé. Et finalement, j'ai pas arrêté de courir. Et est-ce que tu te souviens d'un premier dossard? Est-ce qu'il est venu rapidement ou est-ce que tu as expérimenté d'abord une pratique un petit peu solo avant de peut-être te lancer sur une course officielle? Non, il est venu assez rapidement finalement parce que c'était la course de mon village, là où j'habite maintenant à Bouffémont. Et il y avait donc ce fameux maxi-cross qui existait déjà à l'époque, avant que j'y arrive, avant que je reprenne l'orga. C'était un petit 15 km en deux boucles, un truc assez, enfin on va dire assez simple. Maintenant, je dirais c'était assez simple. À l'époque, c'était un exploit. Et j'avais pris le départ, ouais, j'avais pris le départ avec mon chien, je me rappelle. Et on était parti parce que je courais tout le temps avec lui et on était parti comme deux balles. Je sais plus ma place. Je crois que je le gagne. Je sais même plus en fait. Et ça a été un peu le déclic. C'était la première compétition que j'ai fait. Ouais. Et donc ensuite, tu as monté crescendo, même si tu disais avoir bloqué un petit peu sur des distances un petit peu plus longues. Qu'est-ce que tu as pris goût? Qu'est-ce que tu as aimé dans
ces portions de trail qui te rappelaient peut-être un petit peu le VTT, mais comment tu as pu monter crescendo et arriver à de telles distances aujourd'hui, puisque ton dernier trail à Tenerife, c'était 105 km. Donc, on est bien loin des 15 km de cette première course à Bouffémont. Ouais, j'ai eu du mal à monter au début. C'est vrai que pendant 2-3 ans, j'ai plafonné au SMI. Voilà, je faisais des trails de 20, 25, c'était un exploit. Une fois, je me suis tenté sur un 30, j'ai fini en carafe. Et j'ai eu du mal à passer ce petit cap. Je sais pas pourquoi. Ben, je pense qu'il y avait une adaptation et musculaire et psychologique à faire. Et puis, ben, au bout d'un moment, quand tu arrives à passer ce petit cap, tu as un déclic et tu veux, va peut-être falloir faire plus. C'est des défis personnels en fait. Et puis, ben, on en rajoute toujours un petit peu et on va chercher de plus en plus loin et jusqu'au jour où tu te retrouves sur un ultra, quoi. Et donc, cette découverte de l'ultra, ça a été lequel, ton premier ultra, celui sur lequel tu as vraiment expérimenté la très très longue distance? Ah bah la Diago en 2014, c'était vraiment mon. Bah d'ailleurs, c'est le seul 100 miles que j'ai fait, qui en faisait même plus à l'époque parce que c'était une version un peu plus longue en 2014. Et il me faisait peur, il me faisait vraiment peur. Enfin, quand tu écoutes toutes les descriptions des gens, forcément, et en plus quand tu débutes, ça impressionne. Donc je pense que j'ai fait vraiment une prépa de malade pour essayer d'anticiper toutes ces difficultés. Et il se retrouve que ça s'est super bien goupillé et c'est certainement un des plus beaux souvenirs que j'ai en trail. C'est mon premier ultra. Ouais, ce que j'allais te demander, parce que bon, on a, au vu du nombre de tes courses, celles auxquelles tu as participé, il y en a quand même une belle collection. Mais là, celle-ci, tu finis donc troisième, juste derrière Ludovic Pommeret et François Daen. Tu t'attendais pas donc à arriver à cette position-là et avec un tel classement. Ah non, bah alors là, pas du tout, mais non, non, pas du tout. Euh, Moi, en fait, dès le départ, je me suis senti bien. Je me suis retrouvé dans ce groupe de tête avec tous les cadors et avec les meilleurs réunionnais. Et pour la petite anecdote, je me rappelle qu'on était un groupe de tête, je sais plus, je dirais peut-être 8 coureurs. Et puis il y avait ce journaliste en mobilette là qui nous suivait et qui essayait de faire un peu le topo sur la course, il citait le nom de tout le monde. Et moi, il me connaissait pas, donc il me donnait que mon dossard. Voilà, c'était un peu la première course où je figurais en tête de peloton. Et puis la course s'est décantée et j'étais resté avec François Daen et Iker Carrera à l'époque en tête pendant des kilomètres et des kilomètres. Ensuite, Iker a pété. Je me suis retrouvé jusqu'à Sillaos en tête avec François. Donc ça, c'était un souvenir incroyable. Et puis après, bah, forcément, je pense que j'ai pris un j'ai pris un coup de bambou, mais ouais, ça reste vraiment et en même temps un souvenir incroyable et en même temps le pire des souvenirs parce qu'après ça a été la descente aux enfers. Et donc c'est vraiment comme quoi sur la même course on peut passer du coq à l'âne et passer du paradis aux enfers, quoi. Alors, aux enfers, pour quelle raison? C'est-à-dire que quand tu as craqué, après, ça a été plus difficile de rejoindre l'arrivée. Comment tu as vécu ta fin de course? Ouais, alors là, ça a été très long. En fait, en milieu de course, quand François est parti, en montant vers, je sais plus le nom des chemins, mais c'était en montant vers le Piton des Neiges. Donc là, j'ai commencé à prendre un coup de bambou. Je suis resté longtemps deuxième jusqu'à Mafat où Ludovic m'avait rejoint. Et puis j'avais repris un petit coup de boost, j'avais bien monté le Maïdo et ensuite j'ai complètement craqué. Et toute la fin, le sentier des Anglais et la montée et la descente vers l'arrivée, là, ça a été un périple. C'était enfin, je sentais plus mon corps, c'était n'importe quoi. Et, et jusqu'au point où, eh bien, dans la dernière descente, donc en haut de la Redoute, c'était en pleine nuit, dans les nuages, il pleuvait des cordes. J'avais même plus la visu on était dans un nuage de coton, quoi. Il y avait plus la visu sur les balisages. Je m'étais perdu en fait. Et donc j'irai un petit peu. Je savais pas trop où aller, comment avancer. J'ai fini dans un champ. Et je suis tombé sur une toile de tente. Donc c'était la pleine nuit. Hein. Je pense qu'il était aux environs de 2 heures du matin. Et forcément, j'ai réveillé les gens qui avaient dans la tente.
Et ce monsieur, un réunionnais, là, il était alors forcément un peu surpris. Puis il a tout de suite enfilé des baskets et il m'a reguidé sur le chemin. Et là, sur le chemin, on aperçoit en contrebas la lampe du Lituanien. Et enfin bon, il était repassé troisième. Il venait de me doubler. Et là, j'ai eu un déclic, je sais pas, une montée d'adrénaline, j'en sais rien, mais tout s'est évaporé. Il y avait plus de douleur, il y avait plus rien. J'ai dévalé les pentes de la Redoute dans un torrent de boue. Et je suis venu échouer à la troisième place devant 20 secondes devant le Lituanien pour récupérer mon podium. Donc c'était là la grosse satisfaction et tu étais porté jusqu'à l'arrivée pour accrocher ce podium. Mais quand on prend le départ d'une course comme celle-ci, après avoir eu un entraînement, on va dire, en région parisienne, tu le disais, hein, tu avais un petit peu peur. Quel avait été ton entraînement et tu l'avais préparé en combien de temps, cette première grande course qui reste aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, hein, ce magnifique souvenir et un des meilleurs moments jusqu'à présent de ta carrière? Alors la préparation, je sais plus, je faudrait que je te ressorte les chiffres. Il me semble que j'avais commencé à peu près sur 8 semaines. Euh, et en 8 semaines, j'ai dû faire entre 800 et 1000, 800 et 1000 kilomètres avec un bon 30 000 de dénivelé, je pense, pour la région parisienne. Euh, mais finalement, avec cette appréhension de la course, c'était passé assez facilement parce que je savais pas quoi. Enfin, je me connaissais moins à l'époque, et puis je savais pas comment appréhender, comment préparer une course réputée si difficile avec des passages techniques. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord, hein, et puis avec forcément, il me semble, de mémoire, il y avait eu quelques courses en montagne quand même hein, pour un petit peu anticiper et appréhender les descentes, notamment au niveau musculaire, mais ça avait bien fonctionné. J'étais assez étonné en venant du plat pays, de pouvoir sortir mon épingle du jeu. Et est-ce que tu t'entraînais à l'époque seul ou est-ce que tu étais déjà accompagné, coaché pour préparer cette grande compétition? Ah non, j'ai toujours été seul, hein, même maintenant, hein, j'ai jamais eu de coach. Je préfère faire ça au feeling, à l'écoute, et voilà, je cours quand j'ai envie, si j'ai envie, et de la façon dont j'ai envie. J'ai peur je suis certain que ce serait efficace hein, de coller des séances un peu plus qualitatives, mais j'ai pas, enfin voilà, j'ai 40 balais, et j'ai pas envie de me taper des séances un peu obligatoires. J'ai peur que ça perde de sa saveur. Mais finalement, même si c'est au feeling, même si c'est à l'expérience, ça fonctionne bien. Au vu de tes résultats, de tes classements, de tes chronos, c'est que tu te connais quand même assez bien et tu arrives à tirer vraiment parti et profit de ton potentiel. Est-ce que tu en étais conscient avant cette diagonale ou est-ce que ça a été encore plus un révélateur et un déclic pour toi? Ah ouais, complètement, ça a été un révélateur. C'est normal hein, parce que ben après j'étais entre guillemets jeune coureur, je savais pas, je me connaissais pas, et c'est vrai que maintenant c'est ça aussi le côté intéressant quand on n'a pas de coach, on est peut-être plus à l'écoute de soi et on est obligé de s'adapter à nos sensations, à nos envies, et on apprend à se connaître vraiment en profondeur, je pense. Et comment tu as finalement ensuite traversé cette période peut-être d'euphorie, puisque tu partais, tu le disais tout à l'heure, hein, le journaliste qui couvrait l'événement ne te connaissait pas. Sur les courses qui ont suivi, tu étais peut-être un peu plus attendu, un peu plus repéré, puisque tu avais cette troisième place à la diagonale qui était autour de ton cou. Oui, peut-être. Je saurais pas trop te dire. Ouais, forcément. Ben oui, il y a ce mec-là qui a fait troisième, donc t'es peut-être plus attendu sur les courses, mais après, moi, j'ai pas eu la sensation que ça m'apporte entre guillemets ni notoriété ni quoi que ce soit. Hein, à Diago, c'est une belle réussite personnelle, mais voilà, j'attendais pas quelque chose en retour. Hein. Et donc, tu as continué à enchaîner d'autres courses. Là, tu avais été piqué par ces formats ultra et tu as continué, non plus maintenant sur des 15 ou des 30, mais tu as basculé sur vraiment des grandes compétitions et la grande distance te convient parfaitement.
Ouais, je dirais oui ou non. Pour être sincère avec toi, j'ai tellement souffert à la fin de la Diago que j'ai plus jamais refait de 100 miles. Ça me fait peur. J'ai fait des 125 avec la Transgran Canaria notamment. Ça aussi, c'est un très très beau souvenir. Et puis des 100 bornes, mais je pense que c'est même encore un peu trop long pour prendre vraiment du plaisir en course. Et voilà, pour vraiment vraiment m'exprimer entre guillemets, je préfère rester sur du 50-60 bornes, sans monter trop en altitude. Et c'est vraiment là où je prends plus de plaisir à courir. Est-ce que c'est lié peut-être à ton gabarit? Tu es assez fin, donc un format peut-être un petit peu plus rapide te convient peut-être mieux? Bah déjà, je pense que il faut que encore avec l'expérience de ce week-end, hein, je pense qu'il faut que j'évite, il faut absolument que j'évite l'altitude. Les courses, à chaque fois qu'il y a eu des sommets, des passages en altitude, j'ai fini en croix. Bah après, je suis pas entraîné pour. Hein, moi, je culmine ici à 200 mètres. Il y a pas photo. Hein, on peut pas tout faire, tout avoir. Maintenant, gabarit coureur, bah c'est pareil. Hein, c'est lié à mon terrain d'entraînement. Ici, c'est peut-être plus roulant. On a beaucoup de relances, des descentes. Les descentes quand on descend 3 minutes, c'est beau. Donc c'est lié. Je pense que mon corps s'est adapté à mon terrain d'entraînement. Donc forcément, c'est ces terrains que je privilégie en compétition pour être plus à l'aise. Alors, malgré, tu le dis, hein, des difficultés pour trouver du dénivelé, trouver des sommets pour parcourir des grandes courses, tu as quand même été repéré puisque tu fais partie de la team Oka. Comment ils sont venus te chercher, te solliciter? Ou est-ce que c'est toi qui as postulé pour intégrer cette équipe? Alors ça, oui, ça c'était une belle histoire. C'était au tout début de la création du team. Et d'ailleurs, c'était une de mes premières compétitions où j'avais participé au Merrell Oxygen Challenge à l'époque. C'était dans le Cantal, si mes souvenirs sont bons. Et c'était une compétition sur plusieurs jours où tu pouvais mixer. Le premier jour, il y avait une verticale. Ensuite, il y avait un marathon VTT qui était très dur, hein, le vendredi. Et je crois que le dimanche, je parcourais un 45 en trail. Et sur ce trail, je m'en étais plutôt bien sorti. C'était un 45 bornes. Et j'avais fini troisième, il me semble. Et ce jour-là, il y avait le créateur de la marque, un des créateurs de la marque Oka, Christophe Bonnet, qui était là en tant que pour représenter Oka dans sa petite tente. Là, c'était les tout débuts. Et puis on avait échangé, on avait sympathisé, et j'étais reparti avec une paire de Mafat à l'époque, les premières Mafat. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, on s'est lié et d'amitié et on a beaucoup échangé sur les produits et pour développer les produits. Et depuis 2000, je crois que c'est 2010, je suis chez Oka. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur ces chaussures qu'on a tendance à classer dans, toi, ces grosses semelles? On a tendance à dire que Oka, voilà, c'est très confortable, mais on est très haut perché. Toi qui les utilises au quotidien, qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment tu as vu l'évolution de la marque sur ces dernières années depuis qu'elles existent? Ah, l'évolution, elle a été énorme, hein, forcément, parce que c'était un produit un peu innovant quand même, de oser mettre autant d'amortis sur une chaussure. Après, il y a pas photo, elles ont évolué. Hein. Les premières que j'avais achetées, là, les Mafat 1 Gore-Tex, c'était littéralement des paquebots. Elles étaient ni jolies, ni forcément très très abouties, on va dire. Hein, forcément, c'était les premières. Maintenant, elles ont tellement évolué que même que ce soit au niveau technique et design, je pense que ça en fait une chaussure assez exceptionnelle. Moi, après, je cours que avec ça, donc je dirais que mon avis est peut-être un peu tronqué, mais je pense que j'aurais du mal. Une fois que tu as mis un pied dans une Oka, je pense que tu as du mal à passer autre chose, à goûter autre chose, quoi. L'amorti, le confort, surtout pour les gens qui bornent beaucoup, je pense que c'est quand même primordial. Hein. Maintenant, il y a des suspensions sur les voitures, ça doit pas être pour rien.
Et tu participes à l'évolution, justement, à l'amélioration de ces produits avec ton regard de coureur longue distance. Est-ce qu'il t'intègre dans les processus de développement, d'amélioration de ces différents modèles? Ouais, complètement. Ben, surtout au début, hein. Au début, on avait quand même, euh, quand Oka était encore à Annecy, était encore, je dirais, avec une étiquette française, et Christophe Aubonnet, qui s'occupait du développement, on était quand même assez liés pour faire des retours produits. Maintenant, ça existe toujours. Maintenant, les développements, c'est toujours à Annecy, mais je crois que les principaux, je dirais, bureaux et la direction est à Londres ou aux États-Unis. Donc ça se fait à distance, disons, mais ça existe toujours, oui. Alors aujourd'hui, en tant que coureur Oka, Aurélien, quel est le soutien de la marque quand tu réalises un trail? Est-ce qu'il t'impose peut-être certaines compétitions ou est-ce que tu es libre quand même de choisir ton calendrier et ta planification à l'année? Mais quel est l'apport, que ce soit financier, matériel, d'Oka sur ces différentes courses auxquelles tu participes pour représenter la marque? Alors, il n'y a pas d'obligation, non. Forcément, c'est quand même un bon retour des choses de s'aligner sur des courses internationales ou des courses avec des étiquettes quand même très médiatisées. Mais après, non, forcément, on fait ce qu'on veut. Bon, bah, faut pas s'aligner sur que des courses du coin ou des courses à saucisson parce que forcément, pour eux, ça leur rapportera pas grand-chose. Maintenant, en apport, bah, c'est surtout de la chaussure. On a de la chance d'avoir des chaussures en test, en avant-première. On est équipé de la tête aux pieds au niveau des fringues, des t-shirts, des shorts et tout ce qu'il faut, du matériel obligatoire. Il nous donne tout ce qu'il faut. On est largement doté au niveau des chaussures, que ce soit en trail ou en route. Financièrement, il n'y a rien du tout. Il y a des aides exceptionnelles quand il y a un grand rendez-vous, un gros déplacement international. Mais voilà, après c'est surtout matériel, bien sûr. Et des dossards, oui, bien sûr, parce que Oka est bien sûr partenaire aussi de certains événements et ça permet aussi d'avoir des fois des places et des dossards partenaires. Alors, comment tu construis ta saison finalement? Vu que tu n'as pas d'entraîneur, c'est toi qui organise, tu es ton propre manager pour définir quel sera ton objectif de l'année. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que tu intègres des courses intermédiaires? Comment ça se passe concrètement? Alors là, ça a toujours été un problème pour moi, hein. J'ai toujours tardé à faire mes calendriers. C'est quelque chose qui me gave un peu. Il y a tellement de choix, tellement de choses à faire que j'ai du mal à prendre des décisions finalement, et ça se fait toujours un peu sur le tard. Euh, J'essaie de ne pas trop caser de long parce que, enfin, je pense que ça puise vraiment dans le corps et j'essaie de pas faire que du long. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien les courses. Enfin voilà, un 40, un 50 bornes où il y a un peu plus de vitesse, un peu plus de panache. Maintenant, dans la construction de la saison, pour cette année, il y a eu Tenerife, là, d'où je reviens, mais ça a été un petit peu décidé au dernier moment. C'était mon pote Pierre et Lucas Papi, le méga ultra trailer. On en avait discuté à la maison et ouais, je me suis laissé convaincre et je me suis laissé embarquer. Et puis en juillet, ce sera l'UT4M. Ça, c'est une course un peu de cœur parce que j'y suis depuis le début. Et, leur formule challenge, c'est un ultra en 4 jours. Donc on fait grosso modo un marathon par jour pendant 4 jours pour réaliser l'ultra. Et ça, ouais, c'est vraiment un format qui me plaît beaucoup. Ce petit côté challenge sur 4 jours avec classement général et puis toute la gestion, repos, alimentation pendant 4 jours. Ça, c'est sympa comme tout. Ensuite, je partirai. J'ai plus grand chose après jusqu'à octobre où je voudrais aller faire le World Tour en Turquie, le Cappadocia. Voilà, donc ça c'est encore un peu loin, mais normalement je serai là-bas.
Donc, tu choisis aussi des destinations qui peuvent être, on va dire, des beaux paysages et t'offrir un panorama assez sympa. Enfin, tu disais la Trans Ah bah c'est Grande primordial. Canaria, en Australie, tu as Ouais. couru également. Enfin, tu as fait quand même des courses en dehors de la France sur des beaux continents. Ouais, ça c'est primordial pour moi, hein. Je suis pas un grand voyageur, mais c'est vrai que le côté paysage c'est dur de lever les yeux, hein, en course, hein, après quand on est un peu au taquet, qu'on fait gaffe au chrono et à la place, on n'a pas trop le temps de regarder. À la fin de la compétition, généralement, il reste deux, trois images, mais il reste pas grand-chose. Mais c'est vrai que le dépaysement, ça fait du bien. Et tu arrives à concilier ces entraînements, ces grandes compétitions avec la vie de famille, hein. Tu le disais, être jeune papa d'un deuxième enfant, ton épouse qui pratique la course à pied également. Vous faites des week-ends qui sont des week-ends dédiés à la course. Vous arrivez à vous organiser malgré tout? On est plutôt bien organisé, hein. Je trouve que ça roule bien. C'est un beau petit engrenage. Après les week-ends dédiés, ben non, parce que, enfin, on le fait pas en fait. On part pas en montagne. Ça serait bien, hein, mais c'est compliqué. Et puis avec les enfants, c'est toujours compliqué. Donc c'est vrai qu'on reste plutôt en forêt de Montmorency. Mais on arrive, on s'organise. Elle court beaucoup aussi, donc voilà, c'est donnant donnant. Et puis on arrive quand même à faire des beaux volumes horaires. Et puis ben en semaine, moi je pratique beaucoup le basket taf et le vélo taf, donc ça permet aussi de pallier un petit peu à ce manque de temps et à remplir la journée sportivement. Donc là, tu es un peu plus sur le bitume. Quand tu es sur du basket taf, il n'y a pas forcément. Donc, c'est de courir de ton domicile jusqu'à ton lieu de travail. Et le soir, on revient par le même mode de transport, à savoir les baskets. Donc là, c'est pas les chaussures de trail qui sont mises à l'honneur. Alors j'ai la chance d'avoir un petit bout de forêt. J'ai la forêt. Il faut que je traverse la forêt. Après, bon, j'avoue que je prends pas le plus direct, hein. Généralement, je me rallonge un peu. Et j'ai des belles pistes gravillonnées. Donc ouais, effectivement, c'est roulant. Il n'y a pas photo, mais ça fait du bien aussi, hein. Ça change. En termes d'entraînement, ça représente combien? Tu fais combien de séances? Quel volume? Est-ce que c'est là aussi quelque chose que tu réalises au feeling sans un plan d'entraînement vraiment bien cadré? Est-ce que tu pratiques voilà, des séances de façon régulière ou est-ce que tu te laisses un petit peu porter par tes envies? Ouais, je me laisse porter par mes envies. Bah, cette année, ça a été un peu spécial parce que, alors je sais pas, dû au manque de compétition, peut-être j'avais envie de courir. J'avais beaucoup d'envie de courir. Et puis, bah, j'ai organisé aussi un petit off là sur le Maxi Cross parce que Maxi Cross a forcément été annulé. J'ai organisé un petit off et puis ça a fait parler. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont venus participer. J'ai essayé d'accompagner un maximum de personnes, donc ça m'a fait borner pas mal. Et finalement, cette année, j'ai un gros volume d'entraînement avec un beau volume de dénivelé. Donc, c'était des semaines. Moi, j'ai passé quelques semaines à 220 bornes, à 6-8 000 par semaine. Et finalement, ça s'est vraiment bien passé. Après, je dirais que sur une période plus compétitive, c'est beaucoup moins régulier parce que ben il y a les périodes de repos et les périodes de courbature et de récupération et, et ça peut varier énormément. Tu arrives à t'accorder quand même des périodes off, c'est-à-dire sans course à pied, cette fameuse coupure. Est-ce que dans un agenda d'ultra trailer, c'est quelque chose que l'on doit caser pour, tu le disais, reposer peut-être le corps? Ouais, moi j'en tiens pas compte de cette coupure. C'est le corps qui décide. Il y a des moments où si j'ai plus envie de courir, ben je prends le vélo et puis je vais peut-être faire un peu plus de vélo ou ça va se calmer naturellement finalement et puis l'envie va revenir et puis ça va reborner derrière. Et je pense que quand on sait s'écouter et il faut s'écouter d'ailleurs, ça se fait naturellement en fait. Il faut pas se forcer. Si la tête ou le corps a besoin d'une pause, il va savoir te le dire. Il faut savoir l'écouter, l'entendre et ça se fait naturellement. Et pendant cette période de Covid, de confinement, en off, tu me disais l'avoir plutôt bien vécu. C'est pas le cas de tout le monde, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces longues semaines en étant à la maison?
Alors ouais, bon bah c'est un peu égoïste de dire ça, mais moi je l'ai vraiment bien vécu cette période. Donc moi j'étais pas éligible au télétravail, donc j'ai eu du chômage. Donc c'est vrai que ben l'année dernière, hein, au mois de mars-avril, c'était les vacances à la maison. Bon, j'ai la chance de vivre en lisière de forêt et d'avoir un beau jardin, donc ça, je pense que c'est un gros plus par rapport à certains. Comme beaucoup, le home trainer a chauffé. Il a beaucoup chauffé même. J'ai beaucoup pédalé. Et puis j'ai fait pas mal de musculation aussi, musculation, renfo. Je pense que ça a été bénéfique pour après parce que ça permet quand même de d'établir de bonnes bases solides pour la reprise de la course à pied. Et voilà, finalement, c'est passé très vite, très bien. La météo, elle était magique. Et puis, ça a aussi permis de passer des grands moments en famille avec les enfants. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas faire sur une semaine, je dirais, normale de travail où on rentre, il faut manger, laver tout le monde et se coucher. Là, on a vraiment profité des journées. On a passé des journées à s'éclater dans la piscine ou dans le trampoline avec les enfants. Et ça, c'était vraiment cool. Et donc, ça ressort finalement aujourd'hui sur tes résultats, sur tes dernières compétitions, d'avoir profité finalement de cette période pour peut-être te renforcer déjà au niveau musculaire, mais aussi de ne pas avoir de pression, pas d'objectif et de profiter de la famille. Ça a été salutaire pour toi sur cette période du printemps dernier. Ouais, ça a été, moi, c'est vraiment une période que j'ai bien appréciée, hein. Après, je sais pas si j'en ai tiré des bénéfices. Voilà, je pense pas. Finalement, c'était juste. Je dirais que ça ressemblait plus à un entraînement hivernal d'entretien qu'à une préparation, c'est sûr. Mais après, je pense que ça a ni apporté bénéfice, ni je pense pas être descendu en niveau. Je roulais fort. Quand j'ai repris, quand les routes ont ouvert, j'avais un beau niveau de vélo. Mais après, la course à pied, c'est vite revenu, hein. Et sur le vélo, tu disais avoir fait du home trainer. Est-ce que tu pédalais tout simplement sur ton home trainer ou est-ce que tu es adepte de ces applications qui se sont développées, type Zwift et autres, pour aller te challenger avec d'autres coureurs? On a même vu des coureurs professionnels qui étaient sur cette application. Donc, est-ce que tu as joué le jeu de la course connectée sur ton home trainer? Ah ouais, à mort, à mort. Swift, je l'ai dézingué. Il a fumé. Ouais, j'ai adoré. J'ai découvert cette appli un petit peu comme beaucoup en même temps que le Covid, hein. Et j'ai trouvé ça vraiment ludique. Il y avait de l'échange, du partage. Il y avait des groupes de trailers d'ailleurs qui se créaient pour pédaler. Et puis il y avait plein d'idées d'exercices. Il y avait plein de parcours variés. On pouvait monter des cols et tout. Et c'est vrai que je me suis pas ennuyé. C'était vraiment sympa, hein. Je me suis challengé. Je me suis créé. Ça, j'aime bien les faire. Toutes les semaines, je me crée un petit challenge et sur le vélo, voilà, il y avait une semaine à 500 bornes, il y avait une semaine à, j'aurais pu dire de bêtises, peut-être 12 000 de dénivelé. J'ai fait une journée aussi où j'ai fait une sorte d'ultra sur le vélo, où j'ai fait un 200 sur home trainer. Alors, ça, c'était complètement débile. Et puis, mais c'était cool, tu vois, hein. Voilà, c'était des petits challenges qui ont fait avancer les choses et c'est passé vraiment très bien. J'en garde un bon souvenir. Donc, à t'écouter, Aurélien, tu n'as pas besoin absolument d'un dossard ou d'un objectif pour te donner des challenges. Tu peux le faire toi-même et c'est ce que tu as fait sur cette année en off. Pas besoin de quelqu'un ou d'un dossard pour te challenger. Complètement. Et puis, moi, je vais peut-être pas me faire des copains, mais moi, les dossards, ils m'ont pas manqué. Les compétitions non plus. Je dirais ce qui me manque dans les courses, c'est découvrir, comme on disait tout à l'heure, des nouveaux paysages et des nouveaux pays. Mais la course en elle-même, à la rigueur, je préfère autant. Quand il n'y a pas de compétition, il y a l'entraînement est régulier, on sort quand on veut, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas ces périodes de repos, ces périodes de récup. C'est plus régulier. Finalement, je borne plus et je prends plus de plaisir, je trouve. Voilà. Après, bon, bah, les compétitions, ça fait partie du jeu, hein. Je dis pas que j'aime pas ça, mais c'est différent. Je dirais que même c'est moins fatigant sans compétition. Même en bornant plus, on y laisse moins de jus et c'est plus régulier, quoi.
Et est-ce que tu as déjà vécu sur certaines compétitions, pas un ras-le-bol, mais une fatigue peut-être, comme tu le disais là, fatigue où on laisse un peu de jus, une fatigue mentale, le fait de devoir préparer une course absolument, est-ce que tu as déjà vécu ce sentiment de, en plein milieu de préparation, de dire ouais bon ben j'ai pas forcément envie d'aller jusqu'au bout et de mettre le clignotant à droite? Alors non, parce que donc comme je te disais, en cas il nous impose rien. Donc quand je choisis une course, je la choisis et je veux la faire. Donc si je veux la faire, si je veux la faire et essayer de faire une place et de performer, je vais la préparer pour. Et donc je pense qu'une fois qu'on s'est mis ça dans la tête, l'entraînement, voilà, on se trouve des forces et des motivations qui font que on borne plus que d'accoutumé et on encaisse vraiment fort. Maintenant, oui, c'est déjà arrivé sur des courses un peu transverses ou des courses qu'on a envie de faire sur un coup de tête ou une course de préparation. T'as pas forcément envie de prendre le départ. J'ai même déjà vu sur des courses où mettre le clignotant parce que j'en avais ras-le-bol, la tête elle avait pas envie, même si les jambes allaient bien, ben je dis non, c'est la course de trop et ça sert à rien que je sois là quoi. Pas envie, voilà. Je pense que la tête, de toute façon, c'est la tête qui est moteur, hein, c'est elle qui décide. Donc il faut s'écouter encore une fois et c'est important de ne pas trop en faire et de laisser la tête et le corps décider. Sans aucune déception, sans aucune rancœur derrière, de te dire bon, j'ai participé, j'avais pourtant de bonnes jambes, mais je suis pas allé au bout. Ça va pas te peser sur les semaines qui vont suivre. Tu passes à autre chose et d'autres objectifs viendront de toute façon sur ton chemin et sur ton calendrier. Ouais, bon après forcément si t'abandonnes et que t'as les jambes, c'est juste la tête, forcément t'es un petit peu déçu, mais voilà, ça reste un sport, hein, c'est pas il y a pas mort d'homme. Et puis je pense que avec du recul, ça te rebooste après pour la compétition d'après où tu te dis finalement t'as pas fait la compétition d'avant, donc ça te donne un peu la dalle et c'est reculer pour mieux sauter, je pense. Est-ce que tu as recours à des personnes qui vont t'aider, t'accompagner, que ce soit sur le plan médical, sur le plan de l'alimentation ou sur toute autre forme de préparation un petit peu invisible, hein, sur ce qu'on appelle l'hygiène de vie? Ou est-ce que là aussi, tu fais tout par toi-même? Non, non, là, non, là, vraiment, je me débrouille. J'ai la chance d'avoir une femme kiné, donc s'il y a un petit bobo qui arrive, elle sera de bons conseils. J'ai un bon pote qui est ostéo, qui est un excellent ostéo dans le 78, et je sais que si j'ai besoin, je vais le voir et il me remettra d'aplomb. Après, niveau diététique, je mange de tout et je me prive pas, au contraire. Je suis addict au chocolat, j'en mange bien trop. Mais non, non, c'est encore une fois, c'est un peu comme l'entraînement, hein. Finalement, c'est au feeling. Après, au regard des kilomètres que tu parcours, je pense que des calories, tu dois en consommer suffisamment lors de la course. Donc, un petit carré de chocolat par-ci, par-là, je pense que ça doit pas te faire de mal. Ouais, ouais, mais c'est plus des carrés là, c'est des plaquettes. Mais c'est trop bon. Chacun son addiction. Et après ces 10 années de carrière, est-ce que tu pensais, quand tu as parcouru cette première compétition accompagné de ton fidèle compagnon à pattes, est-ce que tu pensais en arriver là et avoir autant de belles réussites, de victoires et de grandes compétitions? Non, pas du tout. Et puis d'autant que quand j'ai commencé, c'est vrai que je connaissais pas trop le monde du trail. Je savais pas qu'il existait encore toutes ces compétitions. Enfin d'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'existaient pas, hein. C'est encore en plein développement. Non, non, j'ai vécu un petit peu comment dire, l'émancipation du trail et un peu la naissance de la discipline. Après, ça s'est fait aussi beaucoup grâce à Oka parce que ils m'ont ouvert des portes. Ils m'ont aidé et après avec l'entraînement et l'expérience, on peut découvrir effectivement de nouveaux horizons et puis essayer de prétendre à des places, aller chercher des petites choses. Mais non, je m'attendais pas à ça, non. Et quel serait finalement le trait de ta personnalité que tu as découvert et que tu ignorais quand tu as débuté cette pratique du trail?
Est-ce que c'est des choses qui sont venues naturellement, ou est-ce que tu te dis, tiens, je pensais pas être capable d'être aussi peut-être résistant, d'être aussi tenace, ou est-ce que c'était déjà en toi de par ton éducation, de par ton vécu et ta personnalité à la base? Alors moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est comme je te disais tout à l'heure, quand on a un objectif en tête, la façon dont l'esprit et le corps se transcendent pour se préparer à cet événement. Les volumes d'entraînement et les rythmes d'entraînement montent vraiment crescendo, et je suis toujours surpris par comment le corps et l'esprit peut encaisser ces volumes en vue de préparation d'un objectif. Ça, je le connaissais pas avant. Je l'ai découvert quand j'ai préparé la réunion, hein. Mais c'est vrai que maintenant, quand je sais que j'ai un grand événement, je me repose là-dessus, et je sais que voilà, quand je vais arriver à 8-10 semaines de l'échéance, ça va commencer à s'enclencher, et ça se fait. Voilà, on pense pas qu'à ça, c'est pas vrai, mais ça devient moteur. Et qu'il pleuve, qu'il vente, et qu'on soit fatigué ou pas, on y va, et c'est comme ça qu'on progresse, on franchit un cap jusqu'à la course. Alors, vous êtes donc nombreux à pratiquer le trail. Toi, tu le pratiques donc de façon quasiment professionnelle. C'est pas pour autant que ça te génère des revenus. Il faut travailler à côté. Comment tu perçois justement cette vision de votre sport, c'est-à-dire que ça reste des grandes compétitions, vous réalisez des performances exceptionnelles, mais sur le plan médiatique, ça reste quand même un petit peu la peau de chagrin. Ah ouais, là tu l'as dit, c'est la peau de chagrin. Oui, bien sûr, il faut travailler, hein. Je pense que il doit pas y avoir beaucoup de mecs en France, et même dans le monde, qui vivent du trail. Il y a les grands élites, quoi, forcément, mais non, ça génère pas de revenus, c'est sûr. De temps en temps, on gagne un saucisson ou une bouteille de champagne, donc ça c'est quand même pas trop mal. Ou du chocolat. Ma- Ouais, du chocolat, c'est rare le chocolat, faut le dire aux organisateurs. Euh, de quoi on parlait? Ah oui, après effectivement, je pense que comme on disait, ça c'est quelque chose d'assez récent encore. Le trail, c'est en pleine croissance. Il y a des grosses marques qui se mettent dedans avec des budgets assez énormes. Mais c'est vrai que les coureurs élites ont peut-être bien. Enfin, moi, je me trouve très bien doté matériellement. Après, c'est peut-être compliqué de générer des revenus forcément, mais on a l'impression qu'il y a un décalage entre et l'effort fourni, comme sur un ultra, on passe 20 heures dans la montagne, et la récompense. Je pense que les mecs qui arrivent à gagner du ultra, ils méritent plus. Et après, au niveau des marques, c'est un marché florissant, et peut-être que effectivement, les coureurs élites, ils mériteraient plus de reconnaissance financière à ce niveau-là. C'est des beaux catalogues, hein, les mecs. Enfin, je pense qu'ils sont surtout ceux qui ont une belle notoriété au niveau des réseaux sociaux. Je pense que ça rapporte énormément aux marques. Bon, maintenant, après, c'est leur politique, hein, donc je sais pas, c'est pas à moi de juger, c'est compliqué. Et puis moi, je pense que les beaux jours, ils sont derrière maintenant. J'en tirerai plus rien. Mais pour les nouvelles générations, ouais, je pense que ce serait sympa de réussir à augmenter un petit peu ce point sur les revenus et les sponsors. Sur la visibilité, on va dire médiatique, quelqu'un qui va gagner l'UTMB, on va pas forcément le voir en tête des journaux télé et de la presse spécialisée. Ça doit être frustrant quand même parfois quand on a parcouru, comme tu le dis, des heures à travers la montagne ou réalisé de très belles performances, de ne pas être forcément mis à l'honneur, alors que des sports un petit peu plus populaires vont l'être de façon quasi permanente. Ouais, moi ça c'est un truc qui m'ébecte, hein. Je te dirais que je suis bon. On va directement parler du foot, mais moi je suis absolument pas foot. Je comprends pas ces écarts qu'il y a.
Oui, un mec qui gagne un ultra, qui gagne un UTMB, il devrait faire la une du journal télévisé. Enfin, on va en parler, quoi. Hein. Je comprends pas que, je sais pas. Oui, c'est une question de communication et une question de, bah, c'est pareil, hein, c'est derrière. Il faut que ça génère de la télé, de la pub, des revenus pour qu'on en parle. Donc peut-être que le trail est en train de monter. Hein. Ça, c'est en train d'arriver. C'est un peu lent, mais c'est en train d'arriver. Ça n'atteindra jamais l'audience qu'on peut avoir sur un terrain de foot, mais ça mérite. Après, c'est quand même des sports qui sont durs à suivre pour les médias. Ils vont pas suivre 24 heures avec une caméra à courir derrière l'homme de tête, mais en plus, ça fait des très très belles images. Je pense que c'est dommage. Ouais, moi, c'est quelque chose je suis déçu pour ça, et j'espère que ça changera. Comment tu vois l'évolution de ton sport dans les années à venir? Toi qui as déjà une dizaine d'années de pratique derrière toi, est-ce que tu vois une professionnalisation un peu plus grande? Le trail aujourd'hui, c'est accessible à toute personne qui débute et on pourra en parler justement tout à l'heure dans le côté un petit peu actu. Comment tu perçois cet engouement des nouveaux coureurs pour le trail? Alors, comment je perçois l'évolution du trail? Ça a changé, hein, il n'y a pas photo. Moi, ce que je vois surtout, c'est la multiplication des organisations. Il y en a énormément, il y en a plusieurs chaque week-end. Faire des choix, c'est compliqué. Il y en a plusieurs par région chaque week-end. Je sais pas si c'est pas trop. Bien sûr, le nombre de coureurs monte, mais est-ce que au niveau des organisations, se marcher dessus comme ça, c'est pas forcément gagnant-gagnant. Maintenant, au niveau de la professionnalisation du trail, je sais pas si ça va beaucoup évoluer parce qu'avec les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de, c'est pas péjoratif, hein, ce que je vais te dire, mais de coureurs lambda ou de coureurs du dimanche qui sont très bons sur les réseaux sociaux, qui peuvent être aussi performants sur les réseaux sociaux qu'un élite ou même plus. Et ces gens-là vont rapporter plus à une marque. Enfin, ils vont apporter énormément de visibilité sur leurs produits. Est-ce qu'une marque a besoin d'un élite? Forcément, alors qu'ils peuvent être représentés par des gens, des coureurs plus Un petit peu plus, occasionnels ouais, ou un petit peu plus anonyme finalement. plus amateurs, oui, tout à fait, mais qui savent communiquer. Ça, c'est oui, effectivement, ça on peut noyer les élites un peu dans une masse sur les réseaux qui font que ça les décrédibilise. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas regarder d'abord les profils des réseaux sociaux avant de regarder le classement si on est une marque? C'est ce que tu tends justement à montrer et cette évolution-là ne va pas forcément vers une mise en valeur encore supplémentaire des personnes qui sont les élites de votre sport. Ah mais il n'y a pas photo. Je pense que les marques, elles regardent les réseaux sociaux et puis ben forcément elles ont raison. Hein. Elles, leur but c'est de vendre hein, derrière. Donc je pense qu'elles ont plus intérêt à embaucher une petite nana un peu bien gaulée qui fait des jolies photos sur son Instagram avec 100 000 followers plutôt qu'un élite qui passe ses week-ends dans les montagnes avec 5000 mecs qui le regardent tous les week-ends. Toi. Je pense qu'au bout du compte, ben elle va vendre peut-être 10 fois plus et la marque elle va largement s'y retrouver. Ça c'est dommage, ouais. Enfin c'est dommage. C'est normal, hein. C'est comme ça, c'est dans l'air du temps, mais je pense que ça décrédibilise un peu l'élite. Au moins son rôle qu'il a auprès de la marque. Et toi, en tant qu'organisateur de courses, comment tu perçois ces difficultés que tu pointes du doigt avec cette multiplication des événements, des courses nature? Il y a quand même un engouement parce que je pense que ces courses-là drainent pas mal de compétiteurs. Je lisais une étude qui indiquait qu'il y avait eu plus d'1,4 million personnes qui se sont mises à courir en 2020 suite à, je pense, l'effet confinement. Ouais. Donc, il y a un potentiel quand même coureur pour les organisateurs, mais est-ce que c'est si facile aujourd'hui, en 2021, d'être à la tête d'une organisation de course? Alors en 2021, je sais pas parce qu'il n'y en a pas eu. Mais non, c'est Avec pas ton facile à expérience, ouais, organiser. Hein. avec ton Ouais, retour bien sûr. d'organisateur.
Non, c'est pas facile à organiser. En France, c'est compliqué. Il y a énormément de paperasse à faire et d'autorisation à demander, les communes, les préfectures, les mairies. Franchement, c'est le bordel. Euh, Moi, j'ai la chance d'organiser donc le Maxi Cross qui se passe début février. Donc, c'est une course de début de saison. Ça se marche pas sur les pieds avec d'autres courses, mais je fais gaffe tous les ans à placer les courses. Enfin, faut vraiment pas que ça se chevauche avec une autre. Euh, je trouve que c'est assez compliqué à organiser. Donc, si ça se marche sur les plates-bandes avec une autre, on va diluer le nombre de participants de la région et forcément, ça va être encore plus compliqué à remplir. Donc pour le Maxi Cross, ça va, c'est en février, c'est facile à organiser. Le Trail des Châtaignes que j'organise avec mon ami Xavier Sanson, donc pareil dans le Val d'Oise. Ça se passe en novembre, donc c'est pareil, c'est un peu une course de fin de saison. Toutes les deux se passent dans la boue et voilà, on a la chance de pouvoir caser ça assez facilement dans le calendrier. Maintenant, c'est vrai que dans les courses, je me mets à la place d'organisateurs qui sont peut-être un peu dans les Alpes ou les week-ends mai-juin où ça commence à fleurir de partout. Ça doit être compliqué, hein. On a souvent entendu des organisations annulées parce qu'elles se chevauchent avec une autre. Je prends l'exemple de l'UT4M par exemple. Au début, c'était en août. Ils se sont déplacés en juillet parce que ça marchait un peu sur les plates-bandes de l'UTMB. Et ça, c'est pas des cas isolés. Donc, à chacun de s'adapter, c'est vrai, mais aux organisateurs aussi de faire gaffe de pas marcher sur les plates-bandes des autres organisations. Et puis, il faut tous se concilier, communiquer et trouver des solutions. Ce qui n'est pas forcément simple s'il y a derrière des enjeux, on va dire, économiques. Hein. Une grosse manifestation viendra forcément empiéter sur ce que tu appelais tout à l'heure les courses au saucisson, qui sont des courses parfois locales, mais qui ont, pour une organisation, c'est la manifestation de l'année et c'est relativement important pour les organisateurs. Donc, aux organisateurs, de façon conjointe, d'être vigilants sur le positionnement de leur course sur le calendrier, même s'il y a des impératifs qui sont parfois difficiles à faire bouger pour que les courses soient organisées. Ouais, alors là, je suis 100% d'accord avec toi, hein. C'est pas moi l'organisateur du petit Maxi Cross qui va demander au Marathon de Paris de déplacer sa date. Bah oui, forcément, c'est le gros qui a le dernier mot. C'est souvent comme ça. Mais après, il faut s'adapter, hein. De toute façon, après, c'est dans l'enjeu aussi de la petite course du village, de pas se caler en même temps d'un gros événement parce qu'il sait que forcément, ça va être compliqué à remplir. Il va prendre une claque et voilà, faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Enfin, tout le monde, surtout les petits. Et puis, il faut essayer de se faire une place et de concilier les choses comme ça. Mais la multiplication des organisations, ça va pas aider. Et qu'est-ce que viennent chercher, alors si on parle de la course dont tu es l'organisateur, hein, la Maxi Cross, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces coureurs de la région donc parisienne, quand ils s'alignent sur les différents parcours que tu proposes? Est-ce que c'est le parcours? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est l'organisateur que l'on vient saluer? Ou est-ce que c'est la récompense que l'on peut avoir à l'arrivée? Quels sont les paramètres qui, selon toi, drainent les coureurs vers ta course, la Maxi Cross? Alors là, je dirais qu'il y a vraiment tous les profils parce que le Maxi Cross, c'est une course de début de saison. Donc voilà, les gars, ils ont un peu envie de reprendre et de remettre un dossard et de voir un peu ce qu'ils valent après l'hiver. Le Maxi Cross, il offre des beaux parcours. C'est pas pour envoyer des fleurs, hein. Mais on a quand même voilà, sur le 40 bornes, on a 1008 de dénivelé. Donc pour la région parisienne, c'est très propre. Donc les trailers viennent chercher ça aussi, la difficulté du parcours. Donc pour rappel, il y a un 10, il y a un 27 et il y a un 42. Et tout, c'est trois parcours assez accidentés. Et au mois de février, il y a la boue. Ça facilite pas les choses et les parcours sont d'autant plus durs. Les conditions sont souvent froides et bien humides et bien pluvieuses. Donc c'est des conditions assez difficiles. Et j'ai toujours mis un point d'honneur à faire et un beau parcours et des beaux ravitaillements et un beau ravitaillement d'arrivée. Et ça, je pense que c'est tout simple, mais c'est ce que les gens recherchent. Quand ils ont une bonne satisfaction d'avoir crapahuté en forêt sur un beau parcours et un bon petit gueuleton à l'arrivée, je pense que déjà ça remplit la satisfaction des gens à 80%.
Et donc, tu as été d'abord coureur sur cette course et aujourd'hui, tu en as pris les commandes. Comment ça s'est passé? Tu as apporté ton expérience de trailer et d'ultra trailer à ce comité d'organisation? Alors, ouais, c'est quand je suis arrivé sur Bouffémont, hein, donc la première année, comme je te disais, j'ai fait la course avec mon chien. Et puis, l'année d'après, je leur ai proposé de donner un coup de main pour organiser un petit peu les choses et puis refaire un vrai parcours de trail qui ne soit pas en boucle et un tracé un peu plus intéressant. Et puis l'année d'après, ça avait bien fonctionné. Donc j'avais pas proposé à la mairie enfin c'est l'association des sports de la mairie, hein, qui s'appelle l'Office Bouffay-Montois des Sports. Je leur ai proposé de leur donner un coup de main. L'année d'après, ça avait bien fonctionné. On avait doublé le nombre de participants. Ensuite, l'année d'après, ils ont dit non. C'est retombé. Ils sont retombés à 100 partants et ils sont revenus me chercher pour me demander de l'aide. Et puis depuis ce jour-là, c'est monté crescendo. On a monté vraiment des beaux parcours et des belles épreuves. Donc là maintenant, c'est monté au marathon et on accueille maintenant sur 2 jours avec une course de nuit, on accueille quand même 3000 participants. Bon, là, on est au taquet, hein, parce que on est quand même limité. Ça reste une petite ville, Bouffémont. Les infrastructures sont pas énormes, et on est au taquet, mais c'est une belle réussite. Et au niveau donc de cet investissement que tu as dans cette course, c'est toi-même qui as réalisé le parcours et ce sont tes terrains d'entraînement finalement. Donc c'est ta patte qui est sur ces différentes traces, ces différents singles que tu as pu justement mettre en place. Ah oui, oui, complètement. Et puis j'ai mis un point d'honneur à démontrer aux trailers d'Île-de-France et des Franciliens que c'est possible quand même d'avoir de la bosse dans la région et de pouvoir sortir des trails avec des dénivelés un peu conséquents. Et donc voilà, ça a été ma satisfaction de pouvoir sortir des tracés qui sont maintenant connus et reconnus et qui font voilà, qui sont plébiscités par les trailers du coin. Et je pense que c'est pour ça qu'ils viennent aussi nombreux au mois de février. Donc pour la première course de l'année. Alors là, pour cette année 2021, elle n'a pas eu lieu. Hein. Ce que tu disais, c'était en off. Donc les parcours étaient peut-être balisés. Il y avait une possibilité de... Non, Non, c'était... non. Donc là, du coup, c'était, non, le balisage, c'est compliqué de baliser sur plusieurs semaines. Et puis, je pense que c'était pas très bien vu par la région et le département. Donc là, j'ai choisi le parcours médium, hein, celui de 25 que j'ai un petit peu modelé pour éviter les parties bitume et les parties villes. Et le but, c'était de partir. On partait du cœur de la forêt, là, donc du château de la Chasse, ça s'appelle ici, et de réaliser ce parcours. Et via Strava, on pouvait voir les performances de chacun. Et voilà, les buts, c'est que les gens pouvaient se challenger sur ce parcours. Donc ça partait d'une inscription, parce que le but c'était quand même de reverser des bénéfices à l'association que je soutiens avec ma femme depuis maintenant quelques années, qui s'appelle Élise Princesse Courageuse. Donc c'est pour aider les enfants dans les hôpitaux. Et donc de par cette inscription, les gens pouvaient venir participer autant de fois qu'ils veulent au off et améliorer leur temps. D'ailleurs, ça s'est clôturé hier, hein, ça s'est clôturé le 7 juin, non, le 6 juin, pardon. Et le but, voilà, donc il y a un classement qui en découle et chaque personne repartira avec son petit diplôme, les petits goodies et son trophée un peu éco-responsable pour marquer le coup. Et puis, ça a permis surtout d'animer un petit peu d'animer le Val d'Oise et la forêt de Montmorency en gardant le Maxi Cross en lumière sur cette année un peu bizarre. Alors, est-ce que toi-même, tu as tenté l'expérience du Maxi Cross et tu as laissé ta trace sur Strava? Ah bien sûr, moi j'ai pris un malin plaisir à accompagner tous ceux qui me demandaient parce que c'est quand même une trace de 25 kilomètres. Donc c'est pas forcément facile à suivre sur un GPS, une montre ou un téléphone, hein. Donc c'est vrai que dès que je pouvais, j'accompagnais les gens, on se donnait un rendez-vous et puis on partait en groupe ou même avec des mecs tout seuls, hein. Et puis c'était vraiment chouette parce que
Bah, souvent, ça, voilà, on papote, et puis les kilomètres passent, et puis plus les mecs veulent aller vite, et puis ils veulent battre leur record, et puis voilà, trois quarts du temps, ça se finit en compète, et les mecs ils finissent à bloc et le cœur en carafe pour essayer de battre leur chrono. Et finalement, à chaque fois, c'était une mini compétition parce que les mecs ils voulaient faire de mieux en mieux et puis battre leurs copains ou améliorer leur record. Donc, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, plein de profils différents, des niveaux, vraiment plein de niveaux différents. C'était vraiment chouette. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu, ce off. Et puis on a pu aussi créer des groupes avec les plus costauds de la région. Hein. Des fois, ça a tourné très très fort. Et, beau souvenir, ouais, beau souvenir. Et du coup, belle session d'entraînement aussi. Donc ça a bonifié finalement ta période sans compétition. Il y en avait quand même qui ressemblaient, on va dire, à de vrais challenges avec de vrais dossards, même si c'était pour là en off pour cette année. Ah ouais, ouais, complètement. Ouais. Il y avait vraiment des sessions où ça avait un goût de, où ça avait un goût de compétition. Hein. D'ailleurs, le chrono, on a descendu le chrono quand même assez bas. Hein. Le off, il faisait quasiment 26 avec 1150. Donc, on a réussi à le passer en 1h57. Et avec Thomas Balabo, qui est un coureur du team outdoor, là. Et c'était, on s'est mis taqué pendant 2 heures et c'était vraiment, vraiment esprit course, quoi. Donc, ça reste des bons souvenirs. Hein. J'ai bien aimé ce format. Alors Aurélien, tout à l'heure, tu évoquais donc le réseau social Strava, qui est un réseau social de sportifs. On a parlé des autres réseaux sociaux type Facebook et Instagram tout à l'heure. Est-ce que tu vois dans dans cette plateforme, dans ces outils que propose Strava, des avantages, mais peut-être également des dérives? Toi, avec ton regard de sportif professionnel, comment tu l'utilises et comment tu vois cette plateforme? Ouais, voilà. Donc, Strava, c'est vraiment un réseau 100% sportif et alors déjà, il y a le partage des sorties, le partage des entraînements, les types d'entraînements. On peut quand même découvrir pas mal de parcours et de profils de sportifs différents. Il y a toute cette notion de segment, de challenge que Strava partage, qui est super intéressant, je trouve. Et moi, d'ailleurs, je bosse beaucoup là-dessus parce que je suis vraiment pas un mec qui fait du fractionné ou qui va me faire mal sur une piste. Tu vois, je préfère jouer avec des segments, par exemple, me programmer un parcours avec des segments et jouer dessus. Moi, c'est vraiment un truc. En plus, j'ai la chance d'être bêta-testeur pour Strava, donc je peux essayer un peu leur apporter des retours d'expérience dessus pour améliorer l'application. Tracer des parcours, leur système de tracé de parcours est super intuitif et bien foutu. Donc non, moi je suis vraiment addict à ce réseau. Donc, tu conseillerais quand même aux coureurs de se placer. S'il y avait un réseau social, ce serait ce réseau social de sportifs, même si, enfin, pour l'avoir expérimenté, ça peut parfois, quand on est dans la comparaison, tu vois, avec d'autres, ça peut être peut-être un peu négatif parce qu'on veut aller essayer de chasser peut-être le record du copain ou regarder un petit peu ce que les autres ont fait. Mais si on l'utilise avec, on va dire, avec raison, c'est comme tu le disais, un outil assez intéressant entre sportifs, effectivement. Ah oui, complètement. Moi, je pense que. Mais après, aller chasser le record du copain, c'est pas forcément négatif, hein, d'aller se frotter un peu aux autres. Euh, Après, bien sûr, il faut pas, c'est pas parce que lui il a fait 100 bornes que toi tu dois faire 110 bornes. Mais il faut rester toute raison gardée et rester à son niveau, et rester humble, je pense. Mais aller jouer sur des segments d'1 kilomètre ou de 500 mètres, c'est cool. Tu défies les copains, tu te moques un peu de lui ou pas s'il t'a battu d'ailleurs. Mais il faut s'en servir avec raison et intelligence, comme tu dis. Mais je pense que c'est un très très bon outil et de partage et s'en servir aussi pour l'entraînement.
Alors justement, cette surenchère, tu disais, c'est pas parce qu'on a fait 100 qu'on va faire 110 pour dépasser le copain. Je voulais avoir ton avis sur ces incidents tragiques qui se sont passés en Chine, où on constate un petit peu pas la surenchère, mais tu vois, on est toujours dans du plus, plus, plus. Et cet accident donc sur un trail survenu sur ce pays du soleil levant nous montre que pratiquer le trail, il faut quand même avoir du matériel et tenir compte des conditions météo. Quel a été ton accueil de cette nouvelle tristement tragique pour ce sport? Alors moi, je t'avoue, quand j'ai appris ça dans les médias, je suis vraiment tombé sur le cul, quoi, parce que c'est une grosse claque, ouais, d'apprendre ça, parce que après le trail, ça reste quand même une grande famille, tu vois. On partage une passion, donc forcément, on se sent touché. D'autant que il y avait des mecs quand même avec une notoriété dans le trail qui ont été hélas touchés et que j'avais côtoyé sur des courses. Donc ça fait un peu bizarre. Après, il n'y a pas photo. Voilà, la nature, elle gagnera toujours, hein. Là, je pense qu'ils ont eu des conditions tellement extrêmes que tu aurais pu avoir une doudoune et un bonnet. Je pense pas que ça arrange grand-chose. Après, peut-être que il faut être conscient qu'il y a des endroits sur Terre où la nature elle aura toujours le dessus, quoi qu'il se passe. Nous, on est là, on est un peu des petits parasites, hein, pour la Terre. On n'est pas grand-chose, donc c'est à nous de s'adapter, c'est vrai. Je pense que si c'est vraiment trop hostile, faudrait peut-être mieux pas y aller. On laisse ça aux animaux ou à ceux qui ont la capacité de survivre là-haut. Mais je veux pas l'acheter la pierre sur personne, sur l'organisation, quoi que ce soit. J'ai pas les détails de ce qui s'est passé, mais faut juste garder l'esprit que on n'est pas grand chose. Voilà. S'il y a une coulée de boue, hein, ou je ne sais quoi d'autre, quoi qu'on fasse, on gagnera. Est-ce que tu as déjà vécu une compétition où les conditions étaient telles que l'organisateur a dit stop, là, vous faites demi-tour et la course est neutralisée? Ça m'est arrivé sur l'année où la Maxi Race avait été annulée, mais on n'avait pas encore pris le départ. C'était une décision de l'organisation parce que les cimes étaient, le ciel était hyper bas et il n'y avait aucune visibilité. Et donc, ça a été la veille, ça a été décidé d'être annulé. On avait fait l'aller-retour à Annecy pour rien, mais moi, c'est des choix. Après, j'ai une casquette organisation, donc forcément, c'est des choix que je comprends facilement. Les risques, ils sont énormes pour les organisateurs et faire partir des mecs là-dedans, tu joues un peu ta vie, hein. Mais sinon, non. En cours de course, j'ai jamais eu à faire un parcours de repli ou une annulation, non. Alors, Aurélien, pour finir cet échange long, alors moins long qu'un ultra, quels seront tes objectifs? Tu le disais tout à l'heure, l'UT4M pour la fin de l'été. Donc, je serai sur UT4M en juillet, hein. C'est le week-end du 14 juillet, du 14 au 18. Et donc, sur quels réseaux sociaux, en dehors de Strava, on peut te suivre? Est-ce que tu les utilises quand même un petit peu pour promouvoir tes courses et ton activité de coureur d'ultra? Ouais, Facebook, mais de moins en moins Facebook. Je trouve que ça devient moins efficace, moins complet. J'utilise beaucoup Instagram en ce moment et de plus en plus Strava qui monte en puissance. Bon, moi je te remercie Aurélien pour ce long échange Merci à toi, c'était bien sympathique. sur ton parcours d'ultra trailer et d'organisateur de courses. Donc merci d'avoir partagé ta passion et tes nombreux conseils. Merci Sébastien de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir échanger avec tous tes auditeurs. Un grand merci à toi. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute.
pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.